Bonjour à tous. Au fil des époques, on voit que le rapport de l'homme par rapport à la religion a changé. C'est particulièrement remarquable durant le XVIIIe siècle. Voyons donc ensemble plus en détail ce nouveau rapport aux religieux, mais aussi quelques bouleversements politiques propres à notre région. Ceci correspond aux attendus des savoirs en histoire pour le certificat du tronc commun au terme de la troisième année secondaire. Pour situer notre étude, nous nous trouvons en particulier au XVIIIe siècle, dit siècle des Lumières, de 1715 à 1789, date du début de la Révolution française, et nous ferons aussi un petit saut au XIXe siècle quand notre pays, la Belgique, s'est formé. Alors que la religion guidait au quotidien les hommes, les sciences, durant les temps modernes, ont, elles, évolué et ont probablement permis à l'homme de prendre conscience que les choses pouvaient s'expliquer par les sciences et pas simplement par la religion. Au XVIIIe siècle, des mathématiciens, des philosophes et écrivains se sont emparés de la question du rapport de l'homme par rapport à la religion. Et un nouveau courant philosophique, une nouvelle façon de penser, si vous voulez, est né. Ce sont les Lumières. Alors, on est d'accord de dire que la religion dicte la bonne conduite, le respect de soi et des autres, et aide aussi à supporter la misère. Mais la religion a petit à petit été considérée par ces philosophes comme étant obscurantiste, c'est-à-dire prétendant tout pouvoir expliquer, tout régler, mais malheureusement empêcher l'évolution des savoirs et l'accès à la culture. Donc, c'est de là qu'est parti le courant philosophique des Lumières par rapport à l'obscurantisme de la religion. Ce courant philosophique met l'homme, et non plus Dieu, au centre des pensées et des progrès. L'homme est doué de raison. Il développe les connaissances, les savoirs, les cultures. Il initie les progrès scientifiques. Ce courant philosophique s'est particulièrement développé au XVIIIe siècle et on désigne par siècle des Lumières la période s'étalant de 1715, correspondant à la mort de Louis XIV, jusqu'à la Révolution française en 1789. Vous l'aurez compris, si ce courant philosophique a abouti à cette grande révolution, c'est bien parce qu'il y a eu une remise en cause de la société sous l'Ancien Régime, avec une monarchie se disant représentant Dieu, mais il y eut aussi un besoin de progrès sociaux. Tout ceci a donc abouti à la Révolution française, mais en même temps à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aussi en 1789 et en France, dont je dirai quelques mots un peu plus loin. Mais revenons sur ces grands acteurs du siècle des Lumières. Il y eut Diderot et d'Alembert. Denis Diderot était philosophe et encyclopédiste français, tandis que Jean d'Alembert était mathématicien, physicien et encyclopédiste aussi français. Tous les deux ont contribué à rédiger une grande encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Leurs définitions et explications, en effet, se basent sur les connaissances scientifiques de l'époque et sur une philosophie raisonnée. Puis, il y eut Nicolas de Condorcet, mathématicien, philosophe et homme politique français, qui put, entre autres, démontrer mathématiquement, et donc avec raison, qu'il est important d'être nombreux pour voter dans le but d'aboutir à des décisions correctes. Sa démonstration prouvait la nécessité de confier les décisions de justice à un jury populaire, donc à plusieurs personnes, plutôt qu'à un seul magistrat. Il a aussi jeté les bases de la statistique, si importante dans la compréhension de la société et dans la gestion en général. Mais il y eut encore d'autres grandes figures du siècle des Lumières comme Voltaire, qui a joui d'une célébrité internationale de par sa production littéraire et ses engagements politiques. Donc, la Révolution française a créé des bouleversements politiques en Europe et surtout au départ en France, où on est passé d'une monarchie absolue, c'était Louis XVI qui était aux commandes encore en 1789, à différents régimes comme une monarchie constitutionnelle, ou une république ou encore un empire. Et ce qui est le plus marquant, c'est l'adoption d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame entre autres l'égalité des citoyens devant la loi et les libertés fondamentales. Par exemple, l'article 1er mentionne que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
L'article 10, quant à lui, stipule que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Puis l'article 11, lui, indique que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. On voit bien le pouvoir central de la loi dans cette déclaration, et donc la souveraineté de l'État. Mais surtout, pour la première fois, on reconnaît à l'homme sa liberté de penser, de ses opinions et de ses convictions religieuses. Et en Belgique, notre pays connut sa propre révolution en 1830, quand le peuple belge se révolta contre l'autorité néerlandaise de La Haye. Ceci a conduit à la déclaration d'indépendance de la Belgique, comme on le voit sur ces cartes, avec le dessin de nouvelles frontières. Mais ceci a également abouti à l'adoption d'une constitution propre à la Belgique en 1831. Et notre pays est devenu en même temps une monarchie parlementaire, c'est-à-dire un pays avec un roi ayant des pouvoirs très limités et un parlement qui élabore les lois du peuple belge. Dans la constitution de la Belgique, on relèvera aussi des articles qui ont trait à la liberté de culte, c'est-à-dire la liberté de croire et ou de pratiquer, et aussi d'autres articles qui ont trait à la liberté d'opinion. Par exemple, l'article 19 précise la liberté des cultes, donc du choix de la religion, ainsi que la liberté de manifester ses opinions. Puis l'article 20 dispose qu'on ne peut être contraint de suivre les actes ou les cérémonies d'un culte. Bref, si tu as suivi cette série de vidéos sur l'évolution de la religion, tu auras d'abord compris que le rapport de l'homme avec la religion a été très différent d'une époque à l'autre, de l'Antiquité à notre époque contemporaine. Tu auras aussi compris pourquoi notre société est multiculturelle suite à l'évolution historique des différentes religions et suite aux voyages et migrations qu'elles ont suscités en Europe. Voilà, cette leçon est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.